dimorphisme sexuel au cours de l'infection à Coxiella burnetii. Donc, Coxiella burnetii, c'est une bactérie intracellulaire gram-négative de répartition mondiale qui sévit en zone d'endémie avec des pics épidémiques. Et en fait, dans sa forme aiguë, elle provoque soit une hépatite ou une pneumopathie dans sa forme persistante, essentiellement des infections cardiovasculaires avec des endocardites et des infections vasculaires. Alors tout d'abord, en guise d'introduction, on a regardé avec Laetitia s'il existait un dimorphisme sexuel au cours des infections bactériennes et on s'est aperçu qu'il y en avait quand même pas mal, où il existait effectivement un sexe ratio élevé. Vous voyez par exemple que la maladie légionnaire, c'est pas très étonnant, mais il y a quand même un sexe ratio à 3. Pour ce qui est de la fièvre Q, on a un sexe ratio entre 2,2 et 2,5. Et puis il y a d'autres infections, comme effectivement la tuberculose, on vient d'en parler, mais aussi la brucellose, pour lequel les hommes sont plus touchés que les femmes. Alors, effectivement, pour la fièvre Q, tout le monde s'accorde pour dire que le sexe ratio, c'est à peu près 2,2. Donc, j'ai un peu fait la même carte que vous aviez fait, mais par rapport à des... Enfin, juste en se basant sur des données de la littérature, notamment les grosses corps qui ont été menées. Ce qu'on peut voir, c'est que globalement, c'est à peu près... Enfin, les hommes sont plus touchés par la maladie que les femmes. Sauf en Australie, on a l'impression qu'il y a un peu plus d'hommes. Et puis, en Guyane française, il y aurait un petit peu plus de femmes, et notamment aussi au Soudan. Par contre, pour une fois, aux Pays-Bas et en France, les données sont en accord et le sexe ratio est identique. Alors par contre, quand on regarde la séroprévalence, on ne tombe pas sur la même chose, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure aussi par rapport au temps latente, mais en tout cas, les gens ont rencontré la tuberculose et les femmes autant que les hommes, puisque là, on a un peu une disparition de ce dimorphisme sexuel qu'on observait pour la maladie. Alors ça veut dire qu'effectivement, les hommes seraient plus symptomatiques et plus malades que les femmes, et c'est ce que M. Dupont avait montré dans un travail auparavant, où il avait bien montré que les hommes étaient statistiquement plus symptomatiques que les femmes. Voilà, alors sur les dernières données du Centre national de référence de la fièvre Q, sur les 2500 patients analysés, on s'est aperçu, ce qu'on savait déjà, que en fait, des enfants ont des formes... sont moins symptomatiques que les adultes, mais également que le sexe ratio avant la puberté est de 1. Ça veut dire que les garçons sont autant touchés que les filles. Alors que vous voyez qu'après la puberté, les hommes sont largement plus touchés par la maladie que les femmes. Alors, en analysant plus près les données du CNR, on s'est aperçu que la fièvre Q aiguë, dans sa forme aiguë, donc dans les 3 premiers mois de la maladie, touchait un petit peu plus les hommes que les femmes, mais le dimorphisme sexuel était aux alentours de 2, et qu'en fait, à la phase aiguë, il y avait une augmentation des anticorps anticardiolipines qui étaient associées à des complications, notamment les atteintes vasculaires, les syndromes d'activation macrophagique ou encore les méningites. On s'est aperçu que les hommes, en fait, ils avaient plus d'anticorps anticardiolipines que les femmes. D'une part, ils étaient plus élevés, et ce, indépendamment de l'âge, mais aussi qu'ils avaient des anticorps anticardiolipines positifs plus souvent que les femmes en termes de proportion. Et donc, ils avaient effectivement une maladie plus symptomatique. Bon, en ce qui concerne l'infection persistante, en fait, le sexe ratio, il est un peu plus élevé. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que le dimorphisme sexuel est plus marqué, c'est-à-dire que les hommes présentent plus d'infections cardiovasculaires que des femmes, et même que les hommes, le fait d'être un homme est un facteur de risque d'infection vasculaire, et ça se voit très bien ici, puisqu'en fait, les infections vasculaires à Coxiella burnetii ne concernent quasiment pas les femmes. Alors, du coup, forcément, les conséquences sont que les hommes sont plus touchés par la mortalité de la maladie que les femmes. Donc, basé sur ces observations cliniques, on retient qu'effectivement, il existe un dimorphisme sexuel, les hommes sont plus symptomatiques, ils le sont après la puberté, donc il y a probablement un rôle et une influence hormonale au cours de la maladie. Alors, quelle est-elle et quelle peut-elle être? Donc, ce qu'on sait, c'est que pour les 3 hormones d'intérêt, le stradiol a une activité essentiellement pro-inflammatoire, c'est-à-dire qu'elle permet de se défendre contre la maladie, alors que la progestérone et la testostérone ont plutôt une activité immunosuppressive et donc favoriseraient les formes persistantes. Alors, on a regardé le rôle de l'œstradiol qui sera le sujet d'intérêt pour un premier temps, et effectivement, l'œstradiol a la capacité de bloquer, en tout cas de freiner l'évolution de certaines maladies, notamment le pneumocoque, le chlamydia, le mycoplasme, et c'est ce qui a aussi été montré pour Paracoccidoides brasiliensis, où c'est une maladie à levure, pour laquelle il existe quand même un sexe ratio de 15, donc en fait les femmes ne sont quasiment pas atteintes par la maladie, et c'est parce qu'il existe un récepteur à l'œstradiol, et l'œstradiol est capable de se fixer sur la levure et d'inhiber en fait sa croissance et sa virulence. Alors le rôle de l'œstradiol dans certaines infections est moins
franc, et notamment pour l'Listeria monocytogène. Alors, il y avait des études au sein du laboratoire qui avaient montré, chez la souris, effectivement, que les souris femelles avaient des charges virales et moins de granulomes parce qu'elles étaient infectées par Klebsiella que les souris mâles. Alors, vous aviez ovarectomisé les souris et vous vous étiez aperçu que en fait, l'ovarectomie provoquait une augmentation de la charge bactérienne chez ces souris, mais que quand on réintroduisait de l'œstradiol, eh bien, on avait une disparition, et donc comme si l'immunité était restaurée, que les souris pouvaient se débarrasser de l'infection. Alors, est-ce qu'il y a d'autres modèles qui ont montré ça? Donc oui, concernant d'autres infections, vous voyez qu'avec Mycobacterium avium, ils ont montré que l'ovarectomie augmentait la susceptibilité de l'infection. Pour Helicobacter pylori, eh bien, en fait, ils montrent aussi que le stradiol permettait de diminuer les lésions gastriques. Par contre, en ce qui concerne la castration des souris, ça n'a pas été étudié pour une infection à Coxiella burnetii, et ça a été étudié par contre pour d'autres hélicobactéries, et ça avait montré en fait une diminution de la sévérité. Alors, quelques dernières données in vitro du laboratoire qui ont montré qu'en fait, quand on infecte des macrophages issus de donneurs femmes par Coxiella burnetii, on peut observer par test ELISA et par PCR une augmentation du TNF-alpha, qui est donc une cytokine pro-inflammatoire qui pourrait jouer un rôle dans la protection. Alors tout ça, ok, donc l'œstradiol ça protège de l'infection, mais quand même quid de la grossesse, parce qu'on sait bien que pendant la grossesse, l'œstradiol augmente, et pourtant les femmes enceintes sont très susceptibles aux infections. Alors que se passe-t-il effectivement au cours de la grossesse, des types d'infections aiguës et des infections persistantes. Les infections aiguës, c'est dans les 2 premiers trimestres de la grossesse, ça provoque plutôt des avortements, des retards de croissance intra-utérin, oligoamnios et des prématurité, et qu'en fait toutes les études quand même s'accordent, toutes les études qui se sont intéressées aux femmes enceintes atteintes d'infection à Coxiella burnetii s'accordent pour dire que c'est quand même 60% des complications, surtout quand il n'y a pas de traitement. Donc c'est quand même pas négligeable. Alors, que se passe-t-il pendant la grossesse? Sur les données anatomopathologiques, on s'est rendu compte qu'il y avait une atteinte, une inflammation du placenta, qu'il y avait des phénomènes vasculaires avec des vascularites, des microtrombies, des petites lésions ischémiques et puis des micro-abcès. Et puis en fait, on pense qu'il y a une insuffisance placentaire qui aboutit à une insuffisance fœtale et qui provoque toutes ces complications. Donc, vous voyez ici, Coxiella burnetii avait été identifié par une immunohistochimie et puis également isolé à partir du placenta et donc nous en plus. Donc la question qui s'était posée, c'était est-ce qu'il y avait une souche? Est-ce que la virulence et le fait que les femmes enceintes présentent des complications, ça pouvait être lié à la souche? Donc il avait été montré que la présence de QPVD plasmide était particulièrement associée aux avortements, ou encore qu'il y avait au sein de ce plasmide de nombreux gènes qui étaient délétères. Moi, je me suis juste posé la question, au vu des données que j'avais sous la main, de savoir s'il y avait des anticorps anti-lipines qui étaient augmentés. En fait, parmi ceux qui avaient les femmes enceintes qui avaient des anticorps anti-lipines positifs, il y en avait quand même, la plupart étaient traités, donc ce n'était pas significatif pour l'évolution dans la complication. Donc toujours est-il que pour répondre à la question, finalement, on peut, ce que dit la littérature, en tout cas plusieurs études s'accordent pour dire que, en fait, à faible taux, l'œstradiol a une activité pro-inflammatoire, donc elle permet de se défendre contre les infections. Par contre, au cours de la grossesse, quand les taux sont très élevés, et là, elle a une activité anti-inflammatoire, elle favoriserait en fait la persistance des infections et l'immunodépression. Alors effectivement, c'est ce qui avait également été montré au sein du laboratoire, puisque les souris balcées ont plutôt l'habitude de se débarrasser d'infections, alors que quand on a imputé chez elles des grossesses à répétition, donc une augmentation très élevée de l'œstradiol, on constatait qu'il y avait quand même des atteintes de l'endocarpe qui n'étaient pas décrites au temps ordinaire. Voilà, donc en conclusion, la fièvre Q, elle est clairement, c'est une maladie qui est clairement associée à un dimorphisme sexuel, puisque les hommes sont beaucoup plus susceptibles de faire à la fois des formes aiguës avec des complications et une augmentation des anticorps anti-cardiologiques, mais aussi des atteintes persistantes avec des infections vasculaires qui favorisent du coup l'évolution dans le décès. À faible taux, l'œstradiol peut avoir des effets protecteurs, notamment via l'inhibition de TNF-alpha. À haut niveau, du coup, ça favorise plutôt la réponse anti-inflammatoire et l'immunomodulation et l'immunodépression. Alors par contre, on n'a pas du tout étudié in vitro ou in vivo l'influence de la testostérone sur l'infection à Coxiella burnetii. Alors il y a d'autres facteurs dont on n'a pas tenu compte, dont on ne connaît pas très bien l'impact, c'est quand même que quand on voit le dimorphisme sexuel au cours des infections vasculaires qui touchent quasiment que les hommes, on se demande s'il n'y a pas des facteurs favorisant la greffe de la bactérie, notamment
les anévrismes vasculaires, puisqu'il existe un sexe ratio dans le monde qui varie de 6 à. Voilà. Merci beaucoup. On voit effectivement la proximité des deux maladies. Moi, je ferai un petit commentaire, c'est que effectivement, le travail chez la souris était extrêmement clair. Donc c'est Marc qui l'a effectivement mené. Et effectivement, on était allé apprendre à Toulouse comment on faisait de la radiologie, etc. Et comment on faisait la supplémentation de strate. C'est marrant, l'histoire. Moi, j'ai deux petites questions. J'en ai une qui porte sur ces auto-anticorps. Antiphospholipides, c'est quand même un biais très féminin. Donc, pourquoi on le retrouve, ça n'a pas d'impact finalement? J'ai l'impression que c'est quand même le biais lié à la maladie infectieuse qui prend largement le dessus sur les anticorps, la réponse anticorps. Est-ce qu'il y en a un modèle? Un modèle explicatif? Non, j'ai pas aucun modèle explicatif. Ou comme hypothèse? Hypothèse, j'en ai pas beaucoup, puisqu'en fait, il y a très peu étudié. Il n'y a qu'une étude qui décrit l'augmentation des anticorps anticardiolipines au cours d'une infection et qui décrit en tout cas la différence entre les hommes et les femmes. C'est au cours de l'infection par le VIH, et donc c'était plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Donc il n'y a aucune explication, c'est quelque chose qu'on observe actuellement, mais on ne sait pas très bien à quoi c'est lié. Ce qui est juste intéressant, c'est de voir que quand même, c'est lié à la symptomatologie et puis aux complications de la pandémie. Le deuxième point, c'est presque un commentaire aussi, c'est quand on regarde les expériences qu'on a fait in vitro, donc à partir de monocytes ou de macrophages issus d'hommes de faim, et qu'on les infecte avec oxalate, finalement on a un tableau biologique qui est assez fort. Alors finalement on voit que les cellules, aussi bien masculines que féminines, éliminent la bactérie. Il n'y a pas de profil interne mais il y a un petit peu de TNF qui sort. Oui, mais comment on peut expliquer finalement un tableau clinique aussi caricatural et une réponse biologique sur des cellules cibles qui soient finalement... Parce qu'elles sont plus sous l'influence hormonale en fait, elles sont dans un laboratoire sans hormones, livrées à leur propre sort. Elles attendent le stradiol, un peu de testostérone pour voir ce qui se passe. Mais, tu penses que la clé est hormonale? Pas que, mais en partie. Parce qu'il y a un rôle hormonal qui est clair, tout ce qui se passe chez la femme enceinte et ce qui est bien décrit. Alors j'ai regardé quand même chez les animaux, par contre c'est l'inverse, c'est les femelles qui sont plus touchées que les mâles. C'est encore un autre. Question? Et la progestérone? Bah oui, je sais pas. Ça aurait un rôle anti-inflammatoire, mais c'est pas étudié en fait, j'en sais rien, il faut regarder. C'est vrai que parce que dans le modèle de cancer du sein, on a pensé pendant des années que c'était l'estrogène, et en fait maintenant on a complètement. Après on a pensé que c'était l'association qui potentialisait, et maintenant c'est tout centré sur la progestérone. Ah oui. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est quand il y a des traitements, sur le traumatisme crânien, il y a une dimorphisme aussi sur le pronostic. Et comme ils ont cassé les deux, en fait, les oestrogènes, ça a été éliminé parce que ça donne, je pense, c'est mieux que moi, c'est très, ça donne des cancers et des secondaires affreux, alors que la progestérone, on peut la donner. Et c'est un produit qui a été testé chez le traumatisme crânien, malheureusement, le résultat est d'accord un groupe assez environnement, c'était 0. Mais ça n'a pas marché. Mais voilà, on peut s'en servir comme thérapeutique. Ouais, d'accord. La progestérone, on peut la faire avec le stradiol. L'activité anti-inflammatoire. Ouais. Alors anti-inflammatoire, ça, je sais pas. Quel bénéfice par rapport à la progestérone? Ah ben c'est un truc sur le dimorphisme, hein. C'est pas partie de l'observation que les traumatisés crâniens hommes récupéraient beaucoup moins bien que les femmes. Donc on a donné la progestérone à tout le monde. C'est un biais. Un biais et le résultat est intéressant. Et quelle progestérone? Parce que aussi, en fait, dans la progestérone, c'est hyper large. Donc en fait, les actions et les modes d'action sont complètement différents. Mais un modèle qui est là, progestatif, ils ont des actions anti-androgéniques. Enfin, c'est vraiment pro-oestrogénique. Enfin bon, le spectre est très large. Ah ouais. C'est une